Tout de suite, un autre témoignage. Ah oui, notre curiosité a été aiguisée par le témoignage de Véronique Poulain. Bonsoir. Bonsoir. Alors nous allons vous écouter à partir de 21h. Comment vit-on avec des parents sourds-muets ? Il paraît que vous êtes devenue très bavarde. Oui, depuis l'âge de 1 an, je crois. Et puis je les ai saoulés. Vous avez saoulé. Enfin, ceux qui m'entendaient, hein, pas mes parents. Moi, je peux dire, après la lecture de votre livre, que vous et votre bande de cousins, là, vous étiez des sacrés farceurs. Hein. Allez, oui. Non, j'allais dire, c'est rien de le dire. C'est rien de le dire. Vous en êtes parce que vous profitiez un peu de la situation, c'est ça ? Complètement. Ah mais oui, on s'en sortait comme ça. On faisait on se moquait d'eux, quoi. Vous allez nous raconter toutes ces grosses bêtises. Justement, allez coucher les enfants, hein, parce que les bêtises, on va en parler juste après les infos sur RTL. Il est 21h. Vous écoutez RTL. RTL. Jusqu'à 22h. La curiosité est un vilain défaut. Laetitia Nallet, Thomas Hugues. La curiosité est un vilain défaut. Allez-y, Thomas. Vous êtes curieux. Ça tombe bien, nous aussi, on attend vos réactions, vos questions au 3210. Et ce soir, nous allons vous faire découvrir un nouveau monde, un univers de signes, de caresses, de grognements, de voix bizarres aussi, le monde des sourds que raconte dans un livre irrésistible Véronique Poulain. Bonsoir Véronique. Bonsoir. Vous racontez votre enfance dans ce livre, Les mots qu'on ne me dit pas. Une enfance donc avec une mère et un père sourds-muets. C'est vrai que vous leur disiez parfois « Salut, bande d'enculés » ? Non, je l'ai fait une fois, mais ça, on remet dans le contexte, hein, s'il vous plaît. Quand je disais à mes parents, j'avais 15 ans, 15-16 ans, je disais à mes potes, mes parents sont sourds, ils me croyaient pas. Ouais, c'est ça, allez, vas-y. Et puis quoi encore? Je dis, tu me crois pas? Ok, viens. Et quand je les amène à la maison, je fais, tu vois, j'ouvrais la porte, je fais, salut, bande d'enculés! Non, mais t'es folle! Puis ma mère arrivait parce qu'elle passait par là, parce que comme elle m'entendait pas, elle savait pas forcément que j'étais rentrée, et elle venait m'embrasser tendrement, et du coup, j'avais 2 personnes derrière moi complètement gênées. Tu peux pas faire un truc pareil, ça se fait pas, etc. Voilà. Mais oui, mes cousins faisaient pareil. On a tous eu la même idée. Hein. Et oui, parce que vos cousins, c'est ça, votre oncle et votre tante, c'était pareil, étaient un couple de sourds-muets. Ma marraine aussi. Ouais. Donc justement, avec vos cousins, on le disait tout à l'heure, vous profitiez de la situation, mais vous avez jamais fait des grosses bêtises. Non, toutes les bêtises qui font peur aux parents d'adolescents, je les ai pas faites. Je voulais pas. Comment vous l'expliquez ? Ils me laissaient tellement de liberté, mes parents. C'est-à-dire qu'à un moment donné de ma vie, j'étais une adolescente épouvantable. Et quand je dis épouvantable, c'est vraiment un euphémisme. Vous écrivez 14-18 ? Ouais, c'est la guerre. Non, mais c'était la guerre. Les pauvres, quoi. J'aurais détesté m'avoir comme fille. Hein. Et un jour, j'avais 15 ans, que je partirais en vacances toute seule. Ma mère me regarde, oui, ça fait jeune, hein. Enfin, j'ai une fille de 19 ans, mais même pas en rêve, à 15 ans, elle partait toute seule. Le message est transmis. Voilà. Ouais, sauf que ce que vous expliquez très bien dans le livre, c'est que en fait, ils savent pas trop, parce que votre univers n'est pas exactement le leur. Non, c'est-à-dire qu'ils se disaient, peut-être que le monde des entendants, comme ça, on va la laisser. C'est vrai qu'ils m'ont vraiment laissé complètement libre de faire ce que je voulais. Donc, ma mère m'a dit, c'est un peu jeune, 15 ans. J'ai fait, je pars. Elle a dit ok, d'accord, et je suis partie en autostop. En stop. C'est dingue. Non, mais n'importe quoi. Et avec ma cousine qui avait 13 ans et demi. Et ça s'est bien passé, il vous est rien arrivé. Il m'est rien arrivé. Ouais, heureusement. Et il était hors de question qu'il m'arrive quelque chose. Vous aviez une bonne étoile. Mes parents, ils m'ont fait confiance. Jamais je peux trahir ça. Alors là, c'était l'adolescence, faut remonter un peu dans le temps. Oui, on va remonter un peu dans le temps, hein, parce que comment arrive-t-on donc à vivre avec des parents sourds-muets, et comment des parents sourds-muets arrivent-ils à se débrouiller avec une enfant qui est différente d'eux ? À la naissance, donc, qu'est-ce qui se passe ? On vous sépare d'eux en vous mettant chez une nourrice qui vous bourre de somnifères. Je crois, c'est pas, c'est ce que mon grand-père m'a dit. Justement, c'est votre grand-père qui vient vous chercher et décide de vous ramener chez vous. Oui. Et donc, en fait, vous avez 6 mois quand vous commencez vraiment à vivre quotidiennement avec vos parents. Absolument. Et est-ce que c'est dangereux à votre avis des parents sourds? Mais pas du tout, c'est la même chose. Vraiment, le handicap. Enfin, d'ailleurs, les sourds ne se considèrent pas comme des handicapés, mes parents non plus. Et c'est vrai, ils ont raison d'une certaine façon parce qu'ils peuvent
pratiquement, à part qu'ils n'entendent pas et qu'ils n'ont pas le sens de la parole, ils ont quand même une langue qui leur permet de s'exprimer et une voix, même si elle est déformée, qui peut être compréhensible. C'était quoi la question? Voilà, ça y est, est-ce que c'était dangereux? Oui, par exemple, quand vous pleuriez la nuit, qu'est-ce qui se passait? Je pleurais pas. Bah oui. C'est-à-dire que j'avais intégré le fait qu'il soit sourd. Donc, ça veut dire que les bébés pleurent parce qu'ils ont compris que les parents se levaient, c'est ça? Ils ont le pouvoir. J'aurais tendance à dire, je pense. Mais peut-être même que vos parents étaient encore plus vigilants. Ils étaient plus vigilants. De toute façon. Comment ça se passait? Ils se relevaient la nuit? Ma mère se levait la nuit pour voir si je dormais, si tout allait bien. Je dormais, tout allait bien. Et quand j'étais plus grande, quand j'ai su marcher vers 13 mois, hein, comme tous les enfants plus ou moins, si j'avais besoin de quelque chose la nuit, je me levais, je la réveillais. Ah oui, d'accord. Mais ça n'arrivait quasiment jamais en fait. Il faut préciser que vos grands-parents habitent dans le même immeuble juste au-dessus. Hein. Et ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que ça vous permet de passer d'un monde bruyant à un monde de silence. Oui, le monde de silence. Je l'ai pas choisi, ça me paraissait normal, c'était mon enfance, mais quand même, j'ai toujours voulu parler. Pourquoi je dis ça? Parce que, une fois de plus, le grand-père, parce que bien évidemment, je me souviens pas de mes 1 an, hein, il me dit, tu parlais à 1 an. Je lui dis, Pépé, s'il te plaît, ma fille, elle a 2 ans, elle parle à peine. Tu exagères, tu m'idéalises un petit peu, là. Ah non! Tu parlais très tôt. Et je crois que déjà, je voulais parler. Et donc ça veut dire que quand vous étiez, à l'étage au-dessus, chez vos grands-parents, vous étiez une pipelette, c'est ça? Aïe. Je saoulais. Mais alors, et qui vous a appris à lire, à écrire? Ma grand-mère. Mais j'avais 3 ans. Parce que je voulais savoir lire. Sinon, j'aurais appris comme tout le monde au CP, hein. Mais moi, je voulais savoir lire, les mots, c'était la chose la plus importante pour moi. Donc, elle m'a appris à lire avec le B à bas. Et alors ça, pour le coup, je m'en souviens. Parce que j'étais au fond, près de la fenêtre, et j'écrivais cheval. Et j'ai fait, mamie, ça s'écrit CHEVAL? Oui, ma chérie. Ouais. Là, je me souviens de cette fierté. Victoire. C'était fabuleux pour moi. Et après, j'ai commencé à lire. Et vos parents, comment ils réagissaient, justement, en vous entendant parler, apprendre à lire? Mais ils le savaient? Oui, non, ils laissaient faire. Et alors, comment ils le savaient? Comment vous avez appris à communiquer avec eux? Ça vient, je dirais, naturellement, parce que ma mère s'adressait à moi en langue des signes. Alors, c'est marrant parce que je regardais sur YouTube l'autre fois, il y a une petite gamine de 15 mois qui parle en langue des signes, elle est sourde. Mais je me suis dit, c'était pareil avec moi. C'est-à-dire qu'au départ, ce sont des gestes très très simples, du quotidien vraiment primaire même. Manger, boire, fatiguer, des choses comme ça. Puis au fur et à mesure que je grandis, les mots deviennent un peu plus élaborés, donc les signes aussi, et ça se fait vraiment naturellement. Moi, j'ai tendance à dire, un enfant éduqué par un père anglais et une mère française, par exemple, il parle les 2 langues à la naissance, c'est la même chose. Ouais, la communication avec des parents sourds-muets, c'est un vaste sujet. Véronique, vous allez nous raconter qu'on vous tapotait souvent sur l'épaule pour vous interpeller et que vous viviez cela un peu comme une petite agression. Vous écoutez RTL. RTL, toujours avec vous. Les mots qu'on ne dit pas. RTL, la curiosité est un vilain défaut. Les mots qu'on ne dit pas. Jusqu'à 22h, Thomas Hugues, Laetitia Nallet. Ah, vous êtes tout étonnée, Véronique Poulain. Qui a osé utiliser le titre de votre livre pour en faire une chanson? Camille Lou, c'est un extrait des Amants de la Bastille. C'était une petite surprise, effectivement. Le mot qu'on ne me dit pas, c'est publié chez Stock. Exactement. L'ouvrage de Véronique Poulain, nous sommes curieux de votre vie, Véronique, avec des parents sourds, vie que vous décrivez très bien donc dans cet ouvrage. Comment font vos parents pour communiquer avec vous? Je le disais il y a quelques instants, votre mère vous tapotait sur l'épaule et ça, vous le vivez pas très bien. Non, mais je le vivais pas très bien, toujours à l'adolescence, toujours. Oui, parce que ma mère, elle criait pas dans la pièce Véronique, donc il fallait venir me chercher ou faire savoir qu'elle était là. Mm-hmm. Et donc elle vous touchait. Oui. Oui, elle me touchait. Et à l'adolescence, ça m'exaspérait. Je le vivais vraiment comme une agression physique, là. Laisse-moi tranquille. Quelque chose comme ça. Et vous, comment vous faisiez alors pour les appeler, vos parents? Alors moi, j'allumais et j'éteignais la lumière.
Ah, c'était le Ou signal. sinon j'allais les chercher, ou sinon je faisais on me voit pas, alors effectivement des grands gestes comme ça, jusqu'à ce que il y en a un qui voit une espèce d'ombre sur le mur, puis quand je voyais que j'y arrivais pas, je les tapais aussi sur l'épaule. Finalement. Mais oui, bon, dans le livre je dis jette un objet sur eux, c'est de l'humour. Hein. Est-ce que vous parliez par signe avec eux? C'était un Oui, langage toujours. déjà. Oui. Toujours, depuis la plus tendre enfance. Ma mère, je raconte dans le livre le moment où elle m'apprend les couleurs, par exemple. Donc je suis très petite, je la regarde coudre, elle a justement un truc pour mettre les épingles de toutes les couleurs et elle me dit alors avec la voix aussi, mais ça donne pas la même chose, c'est un peu déformé, elle me fait touche, puis elle fait le rouge avec le geste, etc. et le jaune et le bleu, et moi j'apprends comme ça les Comme choses. ça. Oui. Ah ouais. Alors, on se donne des noms chez les sourds, c'est Oui. ce que j'ai appris en lisant votre ouvrage. François Mitterrand en langue des signes, c'était dents longues de vampire. Ouais, c'est comme des dents de vampire, vous voyez. Alors, faut nous regarder sur RTL.fr parce que Il y a Véronique les Poulain gestes. est en train de faire les gestes. Mitterrand. Ouais, Nicolas Sarkozy. Ah, il y a deux signes, il y a les oreilles pointues, là, la Spock un peu, et puis il y a le sourcil. Comme ça. Mais pourquoi on se donne d'autres noms? Mais parce que, vous savez, Nicolas Sarkozy, bon alors c'est le président, quand c'était le président, c'est le président, etc. Mais il faut qu'on puisse le signer très rapidement, donc c'est des gens dont il parle C'est trop long de régulièrement. d'épeler Ah ben non, Nicolas on peut pas faire Sarkozy. l'alphabet, N-I-C, vous vous rendez compte? Ouais. Donc, et puis on va pas dire, maintenant on dirait l'ex-président, mais Mais Sarkozy. donc c'est le comme langage des signes, c'est efficace, c'est Oui, rapide, c'est c'est rude peut-être un c'est peu aussi. efficace, rapide, direct, Ouais. et pour certains sujets très crus. Oui. Ah, ça, on parlera de sexualité Oui, tout à l'heure. Vous imaginez bien qu'on va pas passer à côté de ce chapitre. Et du coup, vos parents vous appelaient pas Véronique en épelant chaque lettre, alors? Quand j'étais petite, ils m'appelaient pas. Je vous dis, ils me tapaient comme ça, donc ils n'avaient pas besoin même de prononcer mon prénom. Mais quand ils parlaient de moi, alors ils disaient ma fille. Et puis à un moment, ils ont décidé ma mère m'a attribué un signe qui était le V de Véronique, qui s'en va un petit peu trembler dans les airs, qui veut dire étourdi. Je pensais que c'était moi depuis des années, je dis que c'est rêveuse, parce que c'est le même geste, rêveuse, c'est comme ça. Ah. C'est joli cette histoire. Donc vous avez pendant des années imaginé que vos parents vous voyaient rêveuse alors qu'en fait ils vous voyaient étourdi, c'est ça, si je comprends bien. Non, je savais que c'était étourdi, je l'ai oublié, et quand on me demandait quel est ton signe, quand des gens qui me demandaient quel est ton signe en langue des signes, je disais rêveuse. C'est comme ça. Et en fait, c'était quand étourdi. ma mère a lu le livre, elle m'a dit mais n'importe quoi, c'est pas rêveuse, t'es étourdi. Comment ils l'ont toujours pris le tout. livre d'ailleurs? Ah, ma mère, elle aime beaucoup. Alors, ma mère, parce je l'épargne pas quand même. Hein. Donc, Oui, mais je j'étais disais que c'est un beau message d'amour. Oui. ce- Oui, vrai. mais elle l'a compris tout de suite. Elle a rigolé sur la partie sexe. Elle m'a fait quand même. Allez, vas-y. Allez, pas d'accord. grave. Ça c'est un bon teasing pour tout Sexe à l'heure. Ça comme donne vie. envie de savoir pourquoi C'est vrai, vous hein. dites ça. On verra C'est ça, vrai on que verra c'est un ça. chef- Mais attendez, parce que je Amusant. reparlais de ça avec mes cousins. Je crois que c'est quand même particulier à notre famille. Ah, peut-être que ça concerne pas tous les sourds. Ouais, on verra bien. Mais tiens, j'ai une petite anecdote. Je voudrais que vous nous la racontiez, puisqu'on est sur la communication. Bien sûr. On vous dit comment vous faisiez pour communiquer avec vos parents. Ça doit être une question qu'on vous a posée des milliers, des dizaines de milliers de fois, et ça finissait par vous agacer. Et votre cousine, Ève, elle avait inventé l'histoire d'une mallette de couleurs. Non, mais Ève, elle est extraordinaire. Ève, elle a une imagination, elle est poétique, elle est comme son père. Elle en avait marre de la même, donc on lui pose la question. Donc un jour, elle leur dit, parce que ses copines ne la croyaient pas. Ouais, c'est ça, avec tes mains. Et vas-y. Là, on est dans les années. Ève, elle est née en 70, on est dans les années 77, 76, Donc, 77. C'est important de dire ça parce En que comment primaire, réagit ouais. l'institutrice? L'institutrice, mais de façon, elle croit Ève. Ève raconte que. Donc elle croit que les sourds communiquent grâce à une mallette Dans de laquelle couleurs. dans laquelle il y a des drapeaux. Alors Ève dit bon, comme on la croit pas quand elle dit je parle avec mes mains, elle dit bon ok, j'ai des drapeaux à la maison. Quand mon père est en colère, il sort le drapeau rouge. Quand j'ai envie de manger, je sors, j'ai un drapeau avec une tranche de jambon et des frites. Je lui montre ce drapeau-là, il comprend que j'ai faim, etc. Et là, ses copines la croient. Ah bon, etc. Ça vient aux oreilles de la maîtresse qui dit mais Ève, c'est magnifique ce que tu nous racontes. S'il te plaît, amène-nous ta petite boîte de drapeaux. Et là, Ève, Elle est embêtée. Mais forcément. Non, mais c'est pas une boîte, c'est une malle, je peux pas la porter, elle est trop lourde, etc. Il y a plein de Et drapeaux. écoute, lundi, tu nous prépares tout ça et tu nous fais un exposé. Et ça nous fait rire en même temps, Ouais, c'est un ouais, peu ça. désespérant parce que c'est révélateur de l'inculture À l'époque, de c'était l'époque terrible. sur le monde des sourds-muets. Ah, mais avant les années 80, catastrophique.
Je suis pas une historienne, c'est pas un livre sur la langue des signes, donc il y a plein de choses que je ne connais pas et je vais dire des bêtises ou des choses imprécises. J'ai pas envie de faire ça. Mais la langue des signes en France a été interdite pendant plus d'un siècle. Et elle s'était appauvrie. On se cachait en France dans les écoles de sourds pour parler la langue des signes. Les sourds, il y avait rien. Jusqu'en 60 à peu près. Il y a un Français dont j'ai pas du tout parlé dans le livre parce que je l'ai jamais vu. Donc moi j'ai raconté mes souvenirs. Oui, c'est votre histoire. C'est mon histoire, ce sont mes souvenirs. Qui s'appelle Jean Grémillon, qui a commencé à se battre. Et puis après toute l'histoire que je raconte avec les Américains, etc. Et on racontera aussi tout à l'heure le rôle de vos parents dans cette émancipation. Et votre enfance n'a pas été si silencieuse que ça, parce qu'en fait les sourds sont très bruyants à tel point que vous allez même mettre des boules qui est dans les oreilles. Vous nous raconterez à quel moment vous faisiez ça. Vous écoutez RTL. RTL. Jusqu'à 22h. La curiosité est un vilain défaut. La curiosité est un vilain défaut avec Véronique Poulain qui publie aux éditions Stock les mots qu'on ne me dit pas, les mots que vos parents et vos oncles et tantes aussi ne vous disaient pas parce qu'ils étaient tous les quatre sourds-muets. On a annoncé tout à l'heure, vous allez nous parler de boules-qui-est. Pourquoi vous mettiez des boules-qui-est? Parce qu'ils étaient très bruyants en fait, vos parents soi-disant silencieux? Ah oui, ça on peut le dire, oui. Bon, les boules-qui-est, j'ai un peu exagéré. Oh, les pauvres. Non, ça a commencé dès le matin au petit déjeuner. C'est-à-dire qu'ils s'entendent pas à faire les choses. Alors évidemment, il y aura toujours un sourd qui va lire le livre, qui dit mais moi je ne fais pas de bruit, je n'en fais jamais. Bon déjà, premièrement, qu'est-ce qu'il en sait? Et deuxièmement, bien sûr qu'ils ont appris à pas faire de bruit. Mon grand-père a expliqué à sa fille, ma mère, que il fallait manger la bouche fermée, que ça faisait du bruit, que c'était gênant pour les entendants. Donc elle s'est entraînée, mais c'est un entraînement, ça n'est pas naturel. Donc il y a toujours des ratés, c'est-à-dire que elle soulève la chaise, puis un jour elle la soulève plus et ça fait dans toute la maison. Et moi, je suis adolescente, j'ai envie de dormir, c'est-à-dire jusqu'à 14h. Oui, c'est ça. Il faut dire que ça correspond aussi. Votre livre, il est chronologique et donc ça correspond à l'adolescence. Tous les adolescents sont en guerre contre leurs parents, un peu de choses près. Racontez l'histoire de votre cousin et de l'aspirateur. Ah, j'adore. Non, mais lui, il est extraordinaire. Alexis, il est excellent. Alexis, il veut dormir, donc il y arrive pas parce que sa mère passe l'aspirateur. Comme elle sait que ça fait un peu de bruit pour elle, l'aspirateur. Elle sait pas que ça fait un vacarme assourdissant. De quoi réveiller un adolescent qui s'est couché tard. Puis alors, non seulement le bruit de l'aspirateur, mais la tête de l'aspirateur qui tape dans les portes, quoi. Avec tout ça. Et Alexis, il a trouvé la parade. Il se lève, il s'énerve même plus. Il débranche l'aspirateur, il la regarde passer l'aspirateur dans le vide, il se marre, il va se coucher. Voilà. Et elle continue. À un moment, elle se dit, mais elle va mettre un moment pour se rendre compte. Donc Et comment ça se passait? Donc le petit déjeuner, vous avez commencé à raconter cette scène. Donc on vous imagine, Véronique, adolescente, en train de dormir, 15-16 ans, en train de dormir. Ah, vous aviez les cheveux bleus, très jolis. Vous êtes mis en brune. Et donc il y a quoi? Vos parents se réveillent. Qu'est-ce qui se passe? Ça claque? Alors mon père se lève, il va aux toilettes, j'entends tout. Alors il traîne des pieds parce que voilà, ses chaussures font du bruit, donc ça traîne et ça claque sur le sol. Après il ouvre le placard, il le retient pas pour le fermer, donc paf, le placard débole. Pareil pour le tiroir. Vlam, Après il fait griller le pain dans le four, donc le four. Pam. Et moi il y a un moment j'en peux plus. Donc je me lève et je sors les cheveux comme ça. Hystérique. Et mes parents me regardent, mais vraiment, avec une pitié. Mais qu'est-ce qu'elle a? Mais la pauvre fille, qu'est-ce qu'elle a? C'est-à-dire que ça, je m'excite toute seule, en fait, parce que c'est ça, je m'excite tout seul, où ils me regardent, les bras croisés. D'accord. Et je revais me coucher et puis ça recommence parce que Véronique Poulain, j'ouvre une parenthèse, mais je peux pas ne pas la faire en vous voyant. Faut quand même vous dire, auditeur d'RTL, que Véronique Poulain a été pendant très longtemps l'assistante de Guy Bedos. Ouais, pendant 16 ans. Et donc il y a quand même ce talent comique et presque de mime que vous avez. On comprend maintenant un petit peu où vous l'avez perché. Allez vite regarder sur RTL.fr. C'est vrai que ça vaut le coup. Elle est rigolote, franchement. Alors on dit sourd-muet, mais en fait ils ont une voix. Ah oui, puis ils aiment pas qu'on dise sourd-muet. Ah pardon. Ils détestent. Non, mais je viens de l'apprendre. Ah bon? Comment ça, vous l'avez appris maintenant? Ma mère qui m'a dit ça il y a 2 jours. Elle me dit, ne dis pas sourd-muet, on n'aime pas. Je dis, pourtant vous êtes commencez votre livre comme ça quand même, hein? Oui. Oui, non, mais je l'assume complètement, hein. Alors donc ils veulent qu'on dise sourd. D'accord. Et ils ont une voix. Ils ont une voix.
Ils ont une voix, mais c'est bon. Dans le livre, j'en fais un passage drôle, j'espère drôle, où j'explique qu'elle est mutilée, déformée, qu'elle part dans tous les sens, etc. Et c'est pas de la moquerie du tout, parce qu'un enfant sourd, quand il va à l'école, on lui apprend à parler, parce qu'il faut qu'il soit le plus possible comme nous, qu'il sache au moins un peu audible, ouais. Et apprendre à parler à un enfant sourd, c'est une séance de torture pour lui. Il a par exemple, les sons bou, pou, tout, bougie, toupie et poupée. C'est pareil. Donc, poupée. Alors là, mais là, j'imite mon père, par exemple. Mais j'imite pas tous les sons, mais pou, bou, tout. C'est pas. En radio, ça doit être quelque chose. Excusez-moi. On vous met de l'écho. C'est le même son. Et le gamin, il doit apprendre et mémoriser avec une bougie. Alors, s'il éteint la bougie, il a bien fait le pou. Ouais, c'est très compliqué. Et puis pour eux, c'est atroce. Tout ça pour se faire comprendre. Est-ce que cet environnement, je crois que vous le racontez, ne les incite pas finalement beaucoup à vivre entre eux? Ben bien sûr, de toute façon, comme toutes les minorités, ils se regroupent et puis c'est entre eux qui sont le mieux dans le sens où ils communiquent parfaitement bien entre eux, quoi. Votre père, qui a participé à un documentaire, dit dans ce documentaire, j'aurais préféré avoir un enfant sourd. Il le dit. Comment vous l'avez vécu, ça? Bah très bien, moi j'ai compris. Une fois de plus, c'est les autres qui sont venus me voir en me disant tu te rends compte de ce qu'il dit ton père? Je dis quoi? Il dit qu'il aurait... Je dis mais ça m'a pas du tout choqué. Je suis complètement d'accord avec lui parce que s'il avait eu un enfant sourd, il aurait pu lui transmettre des choses. L'enfant sourd, il serait allé à l'école. Il aurait dit papa, j'en ai marre d'apprendre à parler. Parce qu'ils en pleurent les gamins. Ils se seraient compris tous les deux. Mon père aurait pu lui transmettre quelque chose, lui dire écoute, je suis passé par là, c'est normal. T'inquiète pas, il y a la langue des signes. Il aurait vraiment pu l'aider à tous les niveaux. Moi, pas. Il pouvait pas. Il pouvait pas. Il pouvait pas. Si, il vous a apporté plein de choses. Oui, il vous a appris plein de choses, mais pas forcément sur tous les domaines, en tout cas. La communication, vous le dites, et vous le faites très bien d'ailleurs, se fait beaucoup par les gestes et par les expressions. Du coup, vous dites que les sourds-muets sont beaucoup plus à l'aise avec le sexe que nous. Ma chère Véronique, il va falloir rentrer dans le détail, car la curiosité est un vilain défaut. Vous écoutez RTL. 20h-22h, Thomas Hugues, Laetitia Nallet. La curiosité est un vilain défaut. Bon allez, on l'a promis, faut y aller. On va parler sexe. La libido des sourds est-elle plus développée que celle des entendants? C'est la question que vous posez un jour à votre mère et elle vous répond que oui. Alors pourquoi le sexe est-il plus facile, plus direct pour eux? Moi, je crois c'est complètement... Les sourds sont très à l'aise avec leur corps. Pour eux, le sexe, c'est comme, c'est quelque chose d'extrêmement naturel. Donc on s'embarque, il n'y a pas de filtre comme nous on peut en avoir quand on passe par l'enjumeau pour dire que peut-être telle personne nous plaît. Je vais quand même me protéger un petit peu d'une éventuelle fatwa de sourds en disant que je parle des sourds de ma famille. Oui. C'est comme ça. Qui avait peut-être une libido un peu plus développée que la moyenne, c'est ça? On pourrait se dire que ayant un sens en moins, il développe tout le reste, c'est-à-dire le toucher, l'observation, la vue. Ils s'expriment beaucoup avec leur corps, puisque les gestes, les expressions, les finesses des expressions sont souvent exprimées par le corps. Gestuel. Quand on parle de quelqu'un, qu'on dit qu'il est, nous on va dire il est beau, il est très beau, il est très très beau, il est magnifique. Eux, ça peut être le même terme, beau, mais avec des mimiques et des expressions différentes. Donc on passe de beau à très beau, à vous voyez, on fait des trucs comme ça, à magnifique. C'est le même mot, mais c'est vraiment tout le visage. Et je vois qu'ils rigolent. Mais on rigole tous. Ça veut dire, Véronique Poulin, que on devrait tous apprendre le langage des signes. En fait. Ouais. Ça nous ferait du bien. Je pense, oui. Un peu comme le théâtre, quoi, d'une certaine façon. Mais vous savez qu'il y a des grands acteurs qui sont allés prendre des cours avec mon père. Jacques Dufilo, je crois, il est allé. Il n'y a pas eu que lui. Il y a eu ce metteur en scène Stanislas Nordet qui avait fait faire un stage à tous ces comédiens avec. Je crois que c'était mon père qui leur donnait des cours. Oui, pour être à l'aise. Ça libère complètement. On peut pas rester figé. On peut pas. Le visage, il doit bouger. Si on doit être laid, il faut être laid. Il faut faire la grimace. Il faut y aller. Alors, ils adorent Louis de Funès. C'est leur idole. Ah bah oui, bien sûr. Ouais. On le comprend facilement. Mais oui. Oui. Puis à l'époque où vous étiez enfant, il n'y avait pas les sous-titres. Donc du coup, effectivement, si vos parents regardaient Louis de Funès, là, ça pouvait coller. Chaplin et Louis de Funès, c'est...
Alors en revanche, vous dites qu'avec le langage des signes, effectivement, du coup, c'est plus direct et on a compris toutes ces caches. Voilà, c'est le mot. Mais en revanche, quand il parle, c'est cache aussi. Et là, il faut vraiment un décodeur, parce que vous écrivez que quand votre mère vous dit moi vicieuse, moi cochonne, oui, alors ça veut dire autre chose. Ça veut dire autre chose. C'est-à-dire que je sais pas qui lui a appris que c'était vicieux ou cochon d'aimer faire l'amour, mais en tout cas, on le lui a bien dit. Et je pense que c'était son éducation, c'était les entendants qui lui ont dit ça. C'est-à-dire que, comme je disais, les gestes qu'ils font pour parler de sexe, ce sont des gestes que nous on fait en se cachant. Parce que il faut pas faire comme oh là là, chut, faut pas qu'on nous voit. Mais eux c'est naturel. Ouais, c'est leur langage. Donc ma mère elle dit vicieuse, je lui dis mais attends, tu peux pas dire vicieuse. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Elle me dit moi j'aime. Je dis mais c'est pas vicieuse, c'est autre chose, ça n'a rien à voir avec ça. Bon, quand même votre mère n'a pas de complexe, votre cousine Ève vous dit même niveau sexe, demande à ta mère, pour ça c'est la chef des sourds. Bon, on voit que c'est une famille qui a vraiment le sens de l'humour, hein, oui, franchement, et ça se ressort dans votre livre, on rigole beaucoup. Ah, c'est Ève à qui il est arrivé cette histoire du balcon. Sourd. Ah, le balcon, ça c'est Alexis, ça. Le balcon, oui, Alexis, il se lève la nuit, il est angoissé, ses parents sont là, il a oublié qu'ils étaient là, il a 6 ans, et il va sur le balcon et il hurle, je suis tout seul, Et Ève, elle s'est retrouvée un jour coincée sur le balcon parce que son père allait regarder un film juste pour vous remettre sur la route. C'était un samedi, c'était le premier samedi du mois, je crois, sur une chaîne cryptée. C'est ça. Sur une chaîne cryptée. Mais Ève en train de fumer sur le balcon et son père arrive, met le fils, met dans le canapé. Il s'installe, elle fait oh non. Donc il est en train de regarder un film porno. Donc il ferme la fenêtre, il a fermé la fenêtre, donc elle peut plus sortir. Il a pas vu derrière, il a fermé la fenêtre, il s'est assis et elle pendant 1h30 à suivre le film porno avec lui. Et puis quand il éteint la télé, elle est sur le balcon, lui faisant des grands gestes, genre papa, je suis là, ouvre-moi la fenêtre s'il te plaît, parce que ben oui, on peut pas crier. Il faut qu'elle fasse comme ça, il faut qu'elle fasse des grands gestes. Il la voit, il voit les cigarettes par terre, mais bon. Elle avait comme vu je le dis, film. échange de bons procédés. Elle l'a grillé pour son film porno. Il lui dira rien pour la cigarette. Il y a eu quand même quelques avantages aussi à avoir des parents sourds-muets, évidemment. Il y a un jour où votre maman vous parle du sida et ce jour-là, vous comprenez que les sourds peuvent être tenus à l'écart de ce qui se passe dans le monde. Ils sont complètement tenus à l'écart à cette période-là parce qu'il n'y a rien, une fois de plus, pour eux. Il n'y a pas de sous-titres, il n'y a pas de petit interprète dans les médaillons. Tout ça, c'est venu après. Oui, parce que la découverte du sida, c'est le début des années 80. Ouais. Et donc elle, c'est quoi? C'est 3 ans après, c'est ça? Ouais, ça doit être en 80. Ouais, je sais plus. J'ai 20 ans. On va dire que j'ai 20 ans, donc on va dire 85. Hein. C'est ça. Donc 3-4 ans après tout le monde. Elle va à une conférence. Oui, et elle m'explique qu'il faut absolument que j'utilise le préservatif. Ce que je sais depuis longtemps. 3 ans par la radio, les infos. Ouais. Waouh, ils savent rien. S'ils veulent savoir quelque chose, il faut qu'ils aillent chercher l'information. La bascule, c'est quand? Parce que heureusement, la société a évolué. C'est beaucoup plus facile aujourd'hui, ou en tout cas plus facile aujourd'hui. Il y a encore beaucoup de difficultés, notamment sur les écoles. Il n'y a pas assez d'écoles bilingues, par exemple. On a l'enseignement en langue des signes et aussi en ce qu'ils appellent l'oralisation. Mais le journal télévisé est disponible en télétexte, alors que vous étiez obligé de décoder le journal pour vos parents, par exemple. Comme j'étais une horreur, je le faisais pas, ou je faisais mon père me disait toujours mais je comprends pas, il a parlé pendant 5 minutes et toi tu viens de me dire une phrase qui dure 2 secondes. Et je faisais laisse-moi tranquille, puis je partais dans ma chambre. Enfin c'était voilà. Ou alors vous leur racontiez un peu n'importe quoi sur vous inventiez des infos. Ça c'est Alexis ça. Moi ça, je fais pas trop. Non. Oui, Alexis qui a inventé qu'il y avait une bombe nucléaire en Bretagne, oui. Ça il a vraiment dit. Hein. Bon. Les coquins, franchement. Le manque de communication, c'est vrai que ça a été un vrai problème d'exclusion pour les sourds-muets. Et vos parents ont participé activement pour changer les choses. Vous nous raconterez comment. Vous écoutez RTL. Laetitia Nallet, Thomas Hugues. La curiosité est un vilain défaut. RTL. Et c'est Véronique Poulin qui est avec nous ce soir. Vous êtes là pour répondre à notre curiosité parce que vivre avec des parents sourds, ce n'est pas facile. C'est ce que vous racontez dans votre livre Les mots qu'on ne me dit pas, mais c'est un livre aussi message d'amour pour vos parents, évidemment. C'est paru aux éditions Stock. Et on s'amuse pas mal parce qu'il y a beaucoup d'anecdotes très très amusantes. Il y en a plein qu'on n'a pas encore racontées. Mais on va en parler. On va les raconter, oui. Alors,
alors, ce qu'il faut bien resituer, c'est qu'à votre époque, quand vous étiez enfant, en fait, il y avait très peu de choses pour aider les sourds à s'intégrer. Oh, il y avait rien du tout. Vraiment, c'était une catastrophe. À partir de quel moment ça va basculer? Moi, je dirais dans les années en 77, il y a cet homme, Jean Grémillon, dont je parlais tout à l'heure, qui commence à s'activer sérieusement en France, qui dit ça va pas, qui commence à bouger. Et puis ça part des États-Unis aussi. Ça part des États-Unis aussi. Oui, il y a un sourd, Alfredo Corrado, metteur en scène. Et mon oncle aussi, Guy, qui est parti aux États-Unis dans ces années en 75, qui a vu qu'il y avait une université là-bas, le Gallaudet College à Washington, il me semble. Et là-bas, les sourds, ils peuvent être dentistes, avocats, journalistes. Et en France, alors qu'en France, c'était pas possible. Ah mais non. À l'époque. Mais en France, on les prenait pour des débiles mentaux. Exactement. Oui. À cette époque-là. Mais c'était impressionnant. Et vos parents, finalement, eux, ils ont, à partir de ce moment-là, changé de métier pour devenir professeurs et faire bouger les choses en enseignant la langue. Ils ont tout lâché pour faire ça, pour mener leur combat. Ils faisaient quoi comme métier avant? Ma mère était mécanographe. Vous savez, c'est faire des trous dans des cartes. C'est à l'ancêtre de l'ordinateur. On passait des cartes qu'il fallait perforer. Elle perforait les cartes. Et mon père, il était tourneur-fraiseur. Est-ce qu'ils étaient frustrés de ces métiers-là, en se disant on aurait pu faire autre chose? Même pas. Ils se posaient pas la question. Ouais. Ils avaient un boulot, ils étaient déjà bien contents. Et quand c'est arrivé, quand ils ont entendu parler, parce que le bouche à oreille, ça va vachement vite, qu'il y avait des mecs qui étaient en train de faire bouger les choses, ils sont allés aux réunions. On leur a dit, mais il faut créer des écoles, il faut apprendre aux entendants à parler la langue des signes, il faut des interprètes, parce qu'il n'y avait pas d'interprètes à l'époque. C'était les fils, les enfants de sourds, qui bénévolement, quand ils voulaient bien, allaient interpréter pour leurs parents ou pour des sourds qui le leur demandaient. Il n'y avait rien de tout ça. Et il y a eu une espèce voilà, je trouve pas mon mot, c'est pas grave. De changement qui s'est opéré, dont mon père, ma mère et mon oncle Guy, avec une autre association, ont été vraiment, ils ont vraiment été au cœur de tout ça. Et là, j'ai commencé, en 77, j'ai 12 ans. Bon, je me rends compte qu'il se passe quelque chose, mais pas vraiment. Et vous commencez à les admirer aussi. Oui. Je suis partagée en deux. D'un côté, il y a cette adolescente qui peut plus les supporter. Mais comme chaque adolescente ne supporte plus ses parents. Oui, je voudrais revenir sur un truc que vous avez dit. C'est pas facile de vivre avec les sourds. Je pense pas ça. Je le pense pas du tout. C'est pas du tout un drame de la misère. C'est pas ni facile ni difficile. C'était ma vie. C'est juste que moi, je voulais un moment que mes parents entendent. Bon, le truc impossible. Bref. Mais voilà. C'est un fantasme en fait. C'est un fantasme. Le fantasme d'avoir un parent qui parle et avec qui je pourrais parler d'Émile Zola. Etc. Oui, mais alors on a une question parce que vous parliez justement il y a quelques instants, vous disiez que à l'époque, en tout cas quand vous étiez enfant, on considérait les sourds finalement comme des personnes vraiment à part et comme des demeurés, c'est l'expression que vous avez employée. Voilà, j'osais pas le redire. Et on a eu un appel au 3210 de Sabrina qui nous appelle de l'Isère et elle demande si le regard des autres vous a dérangé. C'est-à-dire que ça me mettait. Oui, je pense que ça m'a blessée, même si quand j'étais petite, j'avais pas l'impression que ça me blessait. C'est-à-dire que je ne comprenais pas pourquoi on regardait mes parents comme ça. Je comprenais pas pourquoi il y avait des gens parfois qui se retournaient sur eux en rigolant. Je comprenais pas et j'étais très en colère. Mais toute petite, j'ai voulu les protéger. Je veux dire, j'avais 5 ans, je disais aux gens mais quoi, vous avez jamais vu des sourds, vous? Des choses comme ça. Je ne comprenais pas pourquoi. Et pourtant, ils vous ont jamais demandé d'être leur porte-parole. Jamais. C'est votre maman à la boulangerie, c'est elle qui disait ce qu'elle voulait. Et comme quand on tombe, les gens sont fermés, et à l'époque bien surtout plus qu'aujourd'hui. Surtout à l'époque. C'est-à-dire, ça se passait comment quand elle allait? Ma mère, elle dit par exemple à la boulangère, paquette. À la boulangère, je veux dire, elle dit ça au boucher. C'est pas bien compliqué à comprendre. Mais c'était ça le regard des gens, un regard affolé. La personne regarde de droite à gauche, genre oh là là, qu'est-ce qu'on me demande. Et moi, je voyais ça me faisait effectivement beaucoup de peine. Et il y a un moment, j'intervenais. Une baguette, c'est pas compliqué. Et c'est évident. Et ma mère aussi, parfois, s'énervait. C'est évident, oui. Mais à l'époque, je vous assure qu'il y en avait un deux bêtes service, là. Ça me mettait en colère. Toujours, vous voyez? Oui, c'est vrai. On sent encore cette colère qui a dû être dure à vivre pour une enfant ou pour une adolescence. Une adolescente. Il y a le film avec Emmanuel Gabory aussi Laborie. qui fait bouger les mentalités. Je pense, oui. Mais déjà, il y avait eu le théâtre qui a été créé, donc l'IVT, à l'époque, avec une actrice sourd-muette qui avait fait Les Enfants du Silence. Et 15 ans ou 20 ans plus tard, Emmanuel l'a repris et ça a été elle a eu un Molière. Oui, bien donc sûr. Vous imaginez la visibilité.
Et en plus, elle a été magnifique au Molière. Un Elle a César. dit je vous aime et ça a ému. tout J'étais le devant ma monde. télé, j'avais les larmes aux yeux. Vous voyez, en vous entendant raconter ça, cette scène, elle était particulièrement émouvante. Elle était très émouvante et C'était du un coup- film, c'était un César, c'est ça? Non, il y a eu un film aux il y a eu- États-Unis D'accord. avec William Hurt Et c'était que et sur cette scène. actrice sourde. Mhm. En France, c'était que sur scène. Mhm. Ouais, c'était d'abord le théâtre des. Ouais. J'ai le souvenir que c'était un Donc vous êtes partagés. Non, Vous aux êtes par- États-Unis, c'est un film, oui. Vous êtes partagés, il y a de l'admiration, il y a de la honte à certains moments. Est-ce que vous leur en La gêne, voulez plus aussi que de la honte. Vous écrivez le mot honte dans, Je sais. dans le livre. J'ai écrit le mot honte parce que ça sonnait mieux. Non, j'ai pas. Si vous voulez, si on me dit est-ce que tu as eu honte de tes parents du fait qu'ils soient sourds, c'est non. La réponse est non, c'est définitif, non. Par contre, dans certaines situations qui sont dans le supermarché, quand ma mère m'appelle parce qu'elle me voit pas, elle fait bon, là j'ai un petit moment où de solitude. de solitude ou qui dure 3 secondes et demie où j'ai un petit peu honte, oui. Normal, ouais. Mais de toute Mais façon, vous voulez j'ai dire de la toujours- gêne. De la Finalement, gêne. le mot qu'il faut retenir, c'était Je plutôt pense ça. plus, oui. Oui, j'y ai repensé après, j'ai réfléchi après mon livre en fait. Allez, vous savez quoi, Véronique? On va écouter maintenant Tanita Tikaram avec Twist in My Sobriety. Et puis, juste après, vous nous raconterez la scène du bal. Parce que les sourds vont au bal. Et vous, des fois, vous intervenez. Vous nous raconterez. Vous écoutez RTL. On a promis de vous emmener au bal. On va y aller. La curiosité est un vilain défaut. RTL. Alors, Véronique Poulain, les sourds vont au bal. Oui, les sourds dansent. Oui, alors il y a un orchestre, c'est Oui, ça? ça c'était à l'époque. Oui, Ouais. il y avait un orchestre et puis pour indiquer le rythme à suivre, il y avait un panneau rock, slow, java, etc. Et je ne l'ai pas fait, mais j'avais bien envie de le faire. Mais vous aviez pensé D'inverser très les très panneaux. fort. Ah bah voilà. Oui, c'est C'était l'un des gags. C'est vraiment la C'était l'un des bêtise gags récurrents. type. Vous l'avez vécu? C'était un gag récurrent. Vos cousins l'ont fait, ça ou pas? Non, ce qu'on faisait, enfin, mes cousins, ce qu'ils faisaient, c'est par exemple, parce que les sourds, quand ils dansent, ils regardent un peu comment c'est le rythme, et donc des fois, entre nous, à des mariages, des choses comme ça, quand on était là, on faisait exprès de danser à 2 à l'heure, alors que c'était super speed au niveau du rythme, et bon, on voit des petites choses comme ça, donc on voyait. Mais bon, non. Vous en avez fait beaucoup. Alors vous Des étiez petites bêtises. enfant unique, Oui. avec donc les cousins quand même, et ça c'était très important pour vous. Avec lesquels je me marrais, parce que seule, moi, j'avais tendance à m'ennuyer quand même. Et vous avez eu des enfants, Véronique? J'ai 2 enfants, oui, qui ont 19 et 16 ans. Est-ce que aujourd'hui. vous avez eu peur lors de leur naissance qu'ils pour soient ma fille, atteints de oui. surdité? Oui, quand même. Je me suis posé la question parce que mon père est devenu sourd à l'âge de 9 mois. Il n'y avait pas de problème de ce côté-là, mais mon grand-père, mes grands-parents, ils ont eu 2 enfants, 2 sourds, donc ça commence à sentir la génétique, ça. Hein. Et oui. J'ai eu très peur. J'en ai parlé à mon médecin qui m'a expliqué qu'il y avait quand même très peu de chances pour que ça arrive. Et donc, bon, voilà. Et quand Léa est née, j'ai quand même pas pu m'empêcher de faire les vérifications. C'est-à-dire Mais aussi, c'est-à-dire, j'ai tapé dans mes mains, j'ai fait comme ça, dès la porte a claqué, j'ai fait ouais, longtemps, va vérifier à Nicolas, son papa. Donc, il l'a emmené, genre. Et en même temps, quand elle est née, je me suis aussi dit, si elle est sourde, c'est pas grave. Au moins, avec moi, je saurais faire. Je saurais lui parler. Elle aura des grands-parents qui vont être ravis de s'occuper d'elle. Voilà. Parfait. Véronique Poulain, Les mots qu'on ne dit pas, c'est publié chez Stock. Est-ce que vous voulez bien lire les dernières lignes? Oh purée, j'ai pas pris mes lunettes. Je suis. Vous allez y arriver? Ah, j'aime bien celle-là. Allez-y. Si c'était à refaire, je les ai adorés, je les ai détestés, je les ai rejetés, je les ai admirés, j'ai eu honte, j'ai voulu les protéger. Je me suis ennuyée, j'ai culpabilisé. Le fantasme du parent qui parle et dit a existé longtemps. Plus aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis fière, je les revendique, surtout je les aime et je veux qu'ils le sachent. Et ben voilà, c'est pour ça qu'on vous a invité. Merci beaucoup Véronique Merci Poulain. à vous. On recommande la lecture de votre livre Les On mots a qu'on ne dit pas, adoré. publié chez Stock. Demain, le récit d'un drame qui a bouleversé la France. Le 27 octobre 49, la mort de Marcel Cerdan dans l'avion qui le ramenait de New York. Mais le boxeur champion du monde, l'amant d'Edith Piaf, n'était pas seul dans cet avion. Nous vous raconterons aussi l'histoire des autres passagers. Et puis, savez-vous qui sont les comédiens et les comédiennes qui ont commencé leur carrière dans un roman photo? Non! Eh ben, vous le découvrirez demain dans La curiosité est un vilain défaut. Mais tout de suite, il est 22h. Vous écoutez RTL.